Bonsoir, bienvenue sur le plateau de cette dernière émission des 24 heures chrono de l'International qui s'est déroulée donc au sein des studios de TV5 Monde. Nous en sommes donc à la 25e heure et cette 25e heure va être consacrée à la France, à Paris, au retour des expatriés et également à l'accueil des étrangers, des cadres qui viennent travailler en France. Pour participer à cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Conway-Mouret. Hélène Conway-Mouret, bonsoir. Vous êtes sénatrice des Français de l'étranger. Vous avez été ministre des Français de l'étranger. Emmanuel Valls vous a confié récemment une enquête destinée, enfin une étude plutôt, une mission même destinée à améliorer le retour des Français qui regagnent la mère patrie. Yves Bigot, vous nous avez accueillis ici pendant 2 jours. On vous en remercie. Vous êtes directeur général de TV5 Monde. Henri Bazerque, vous êtes président de Mondissimo et vous êtes le fondateur de cette belle opération. Alors, Yves Bigot, un bilan de ces 2 jours passés chez vous. Est-ce qu'on s'est bien tenu? Est-ce que tout s'est bien passé? Écoutez, oui, tellement qu'on peut déjà vous annoncer que donc on vous accueillera très volontiers l'année prochaine pour vos 10 ans. Merci, ça aura donc lieu le 19 et 20 janvier 2016. Et j'incarne le retour des Français, mais enfin ça fait quelques années, mais je suis rentré moi aussi, comme Madame la Ministre. Vous étiez dans quel pays? Dans plusieurs. J'étais aux États-Unis, à Londres, à Bruxelles. Enfin, à Bruxelles en dernier. Et pour faciliter, pour commencer à contribuer à la mission que vous allez mener, quelle a été la difficulté que vous avez rencontrée à votre retour? À mon retour, aucune. Bon. Si, pardon, une. Candidat. Si. Le fisc français n'a jamais voulu croire que j'étais parti de manière individuelle diriger le service public de télévision belge. Ah. Donc ils ont toujours pensé que c'était forcément un alibi ou une planque pour autre chose et que donc en réalité j'avais un autre business à Bruxelles, mais que c'était stupide pour un Français de partir travailler pour un service public en Belgique. Et de fait, économiquement, ça l'est, ils ont raison. Mais donc, il a fallu pendant 18 mois, non seulement que je montre toutes mes fiches de paye, etc., mais il disait oui, mais ça c'est pour masquer la réalité. Donc il a fallu que je me fasse faire un certificat, alors non seulement par l'administrateur général donc de la RTBF, mais il a fallu que je demande au ministre des Finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi d'intervenir en ma faveur en disant qu'il confirmait que oui, c'était bien eux qui m'avaient engagé et que comme ils m'appelaient régulièrement, ils pouvaient témoigner que du soir au matin et le week-end, j'étais bien à la RTBF et ça n'était pas une couverture pour autre chose. J'ai posé la bonne question. Voilà. Oui, mais voilà un bel exemple de la suspicion qui accompagne les Français qui partent à l'étranger. Il faut voir les titres réguliers que l'on voit dans les médias. On parle de fuite, on parle d'exil. Le vocabulaire est incroyablement négatif. Il stigmatise d'ailleurs ceux qui partent. Et il y a cette suspicion et c'est un bel exemple de cela. Tout à fait. 2-3 mots pour conclure, Henri Bazerque. D'abord, comme Hélène et Yves, après 6 ans passés aux États-Unis, là je viens de rentrer, donc le retour. Bon. Une difficulté peut-être. Non, pour l'instant pas de difficulté. Il faut que j'aille voir les impôts pour leur dire, parce que ça fait quelques jours, donc je vais leur dire. Mais beaucoup de plaisir à être de nouveau en France. Mais c'est aussi pour des raisons professionnelles que je suis rentré. Donc j'espère que je vais rester, parce que j'ai très envie de repartir. Mais bon, cette édition, cette 9e, exaltante, un vrai marathon, c'est passionnant. On est un peu triste quand ça se termine, parce que c'est des mois et des mois de travail. C'est près de 200 personnes qui passent sur les plateaux, quand même, c'est beaucoup. C'est surtout avec Vigipirate. Oui, renforcé. Renforcé. Non, mais c'est vrai, ça ajoute. C'est vrai, on a eu des annulations. On a des gens qui n'ont pas voulu venir à cause des... C'est vrai que dans la rue, il y a plus de CRS que de passants, mais c'était très sympa. Oui, mais c'est ma responsabilité qu'il soit là, en tous les cas, ici, à TV5, et qu'on doit badger pour aller d'un étage à l'autre, pour entrer dans le studio, etc. Très sympathique, en tout cas, très sympathique. Non, ce qu'on peut tirer, ce qu'on peut dire, c'est que bon, il y a beaucoup de déçus parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de demandes et ça, c'est énorme, de gens qui veulent venir sur le plateau. Ça, c'est pas possible parce que on essaye, grâce à nos réseaux et nos partenaires, parce qu'on a beaucoup de partenaires officiels, évidemment, le ministère des Affaires étrangères. On a vu dans toutes les émissions les ambassadeurs, les consuls, etc. On a les chambres de commerce France internationales, donc les chambres de commerce françaises à l'étranger. On a les conseillers du commerce extérieur. On a énormément d'experts qui, bien sûr, on participe à ces émissions, ont apporté une vraie expertise, donc du vécu,
Donc ça nous a donné justement des éclairages assez étonnants, de perspectives intéressantes pour pouvoir justement réussir à l'étranger. Et comme on a dit plusieurs fois, voilà, on a fait sauter les frontières, voilà, et on est un voyageur du monde tout en étant en France. Et il faut que les jeunes aient envie justement non seulement de suivre leurs études, partir à l'étranger, avoir de nouveau des rêves. Pour mieux rentrer. Pour mieux rentrer, comme on le fait tous. C'est la transition. Évidemment, voilà. Merci beaucoup Henri Bazercq, merci Yves Bigot. Madame Conway-Mouret, en quelques mots, présentez-nous la mission qui vous a été confiée et comment vous souhaitez la mettre en œuvre. Alors, pendant les 2 années donc, à la tête du ministère des Français de l'étranger, j'ai passé beaucoup de temps au contact de ces Français qui sont très nombreux et avec différentes casquettes. On s'est vu à Miami souvent. Absolument. Enfin, pas souvent, une fois en tout cas pour moi. Justement pour le French Miami Week. Avec une belle présence française partout, de ces Français qui, finalement, chacun et chacune participent du rayonnement de la France. Nous avons beaucoup travaillé à accompagner cette expatriation pour qu'elle soit la plus réussie possible, en modernisant à la fois notre réseau consulaire, beaucoup travaillé sur l'enseignement français à l'étranger, sur la sécurité des personnes. Et tous ces Français que j'ai rencontrés avaient en tête de rentrer un jour, comme cela a été le cas pour vous deux et pour moi-même, avec un petit peu plus de décalage, puisque j'ai passé plusieurs décennies à l'étranger avant de revenir. Et donc la problématique du retour fait partie de nous, de chacun, avec un questionnement suivant justement le temps passé à l'étranger, plus ou moins long, et plus il est long, plus le décalage finalement fait qu'on se dit qu'on n'est plus en phase avec ce pays qu'on voit un petit peu de loin. Et puis, pour certains qui étaient déjà rentrés en France et que j'ai retrouvés à l'étranger, parce que la mobilité aujourd'hui, c'est une mobilité qui est souvent répétée, continue pour certains, me disaient qu'ils avaient eu quand même affaire à de grosses tracasseries administratives, pas simplement le fisc, puisque le fisc est généralement celui qui sait tout de suite que vous êtes rentré et peut vous identifier. Ça, finalement, en tout cas, c'est ce qu'on leur m'a dit, mais il y a beaucoup de tracasseries. Et donc, je me suis dit qu'il était logique, finalement, dans le travail que j'avais fait pour le départ, pour le faciliter, pour l'encourager d'une certaine façon, disons à ces jeunes qu'ils devaient justement laisser tomber tous ces médias qui étaient plutôt négatifs et vraiment embrasser le monde à un moment où ils ont la possibilité de le faire, de leur dire qu'on va s'assurer que le retour sera possible et qu'il n'y aura pas justement peut-être cette anxiété de dire si je pars, est-ce que je vais pouvoir revenir, est-ce que ça va être compliqué. Bon, alors, ce que je souhaite faire, c'est faire une consultation, c'est la façon dont j'ai travaillé pendant les 2 années, consulter les personnes, savoir où étaient les obstacles, où se sont trouvées ces tracasseries administratives, pour pouvoir d'abord essayer par le biais des textes, alors c'est peut-être du législatif et du réglementaire, de voir de bien inclure les Français de l'étranger là où ils ne sont pas aujourd'hui finalement dans ces textes-là, et puis organiser, c'était mon idée d'avoir un guichet unique pour sortir, parce que j'avais donné une mission à un ambassadeur, M. Roudot, qui a fait un travail absolument excellent, et qui a montré que les prestataires qui donnent des conseils pour le départ sont multiples. C'est le service public, le privé, et les gens souvent s'épuisent dans la recherche et partent sans avoir préparé leur départ. Et donc que l'on pourrait avoir un guichet unique, une porte unique pour sortir, et que pour rentrer, on rentrerait par la même porte. Bon, le numérique aujourd'hui s'est imposé à nous quand même, bien heureusement, et que par le biais d'une plateforme numérique, on pourrait conseiller, diriger de façon individuelle ceux qui partent, et puis ils ouvriraient la porte dans le sens inverse et avoir la même porte pour le retour. Et donc, essayer d'avoir un guide pratique. Mais pour cela, il faut savoir quelles sont les questions que les Français se posent, quels sont les domaines qui les intéressent, et que devons-nous faire pour pouvoir guider au mieux ces individus qui, chacun, finalement, a un parcours différent. Du temps qu'il a passé ou qu'elle a passé à l'étranger, le domaine d'activité, voilà, le pays tout ça. Même. Voilà. Donc, il va falloir essayer de trouver un système pour offrir une aide individualisée
individuelle, finalement, à ces Français. Donc j'entends consulter à la fois par le biais d'un site, alors qui s'appelle contact@hélène-conway.com. Ah oui, donc ça va être un... Voilà, c'est un site. Alors ça Ce n'est pas une adresse mail. Ça sera une adresse mail, mais sur laquelle on pourra témoigner des difficultés rencontrées pour le retour, pas pour le départ. On est vraiment sur l'adresse mail. Oui, c'est ça, c'est contact. On l'a donné, mais je vais la mettre à l'écran. hélène-conway.com. On l'a mis sur l'écran. Et puis nous sommes en train d'élaborer un questionnaire qui sera mis en ligne. Et demain, je rencontre le directeur des Français de l'étranger. Qui était là hier matin. Absolument, vous voyez, nous sommes tous une belle équipe. Hein, c'est l'équipe France qui fonctionne bien. Et donc, nous espérons, par le biais des ambassades, qui pourront relayer ce questionnaire qui sera mis en ligne, procéder à une consultation mondiale. C'est-à-dire que les Français qui sont à l'étranger et qui sont dans cette mobilité, avec des retours en France peut-être successifs, pourront répondre, parce qu'ils auront aussi accès par le biais des ambassades à ce questionnaire. Et puis en France, alors là, j'ai déjà contacté les chambres de commerce, les conseillers du commerce extérieur, parce que les conseillers du commerce extérieur, pour beaucoup, ont passé un certain temps à l'étranger et rentrent en France. Oui. Voilà, et je suis allée leur parler d'ailleurs des atouts de la France et des Français à l'étranger récemment. Juste une petite chose, une suggestion. S'il y avait moyen d'obliger les Français qui partent à tout de suite s'inscrire. Ah, eh bien, c'est le plateau suivant. Génial. Formidable. On va en parler. Oui, exactement, on va en parler. Et ceux qui rentrent, il faudrait trouver un moyen pour qu'ils signalent leur retour en France aussi. Voilà. Parce qu'on découvre cela au moment des élections, quand la liste électorale est mise en forme, et on se rend compte que beaucoup, finalement, sont partis. Et encore, s'ils s'inscrivent. S'ils s'inscrivent, voilà, l'incitation à s'inscrire. Tout ça va être traité lors du plateau suivant, puisqu'on a Laurence Hagenauer qui va nous rejoindre. Messieurs, merci infiniment. Merci Madame beaucoup. Conway-Mouret, vous restez avec moi. Et nous allons accueillir justement Laurence Hagenauer qui travaille à la direction des Français de l'étranger. Et de l'administration consulaire. Absolument. Voilà, on fait une pause. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes de retour sur l'émission de clôture de ces 24 heures chrono de l'International et nous nous intéressons durant cette 24e heure au retour de ces Français de l'étranger, donc qui regagnent la mère patrie. Laurence Hagenauer, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe des Français de l'étranger et de l'administration consulaire. Philippe Sanson, vous êtes directeur du CLES, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le Centre de liaison européenne internationale de sécurité sociale. Tout de suite, Laurence Hagenauer, on en a parlé juste sur le plateau précédent avec Madame Conway-Mouret. Quel lien y a-t-il en fait entre le consulat et le retour ? Je crois que ce qui est important, et Madame la Ministre l'a dit, c'est pour que le retour se passe dans de bonnes conditions, il faut avoir bien préparé son départ. D'une part, et d'autre part, il faut garder des liens avec l'administration française quand on est à l'étranger. Donc, bien préparer son départ, ça veut dire faire les démarches, se mettre en règle avec les différentes administrations françaises avant de partir. Et garder le contact avec l'administration française à l'étranger, c'est justement s'inscrire au consulat quand on arrive à l'étranger. Alors, qu'est-ce que ça va présenter comme différents avantages, enfin, en quelque sorte, quel va être en fait quels vont être les effets de cette inscription ? Alors, l'inscription au consulat permet de bénéficier de la protection consulaire, permet d'être identifié comme Français à l'étranger, mais surtout dans la perspective qui nous intéresse, permet d'avoir des informations sur d'abord ce qui se passe en France, évidemment, en termes administratifs. Et nous, ce que nous souhaitons faire aussi, c'est permettre aux Français, de façon modernisée, de façon simplifiée, de pouvoir garder ce lien avec la
France. Alors nous avons déjà des possibilités qui sont offertes aux Français. Et des démarches d'ailleurs de retour sont expliquées. Alors les démarches de retour sont expliquées, mais en ce qui concerne les possibilités donc les possibilités qui existent déjà, on peut modifier les différentes données quand on déménage par exemple à l'étranger sur le site monconsulat.fr. On peut également demander des actes d'état civil quand ils ont été faits à l'étranger en ligne. Et donc nous avons ce qui existe déjà et également des projets de modernisation et de simplification. Alors, je vais en citer deux. La première, c'est la fin de ce qu'on appelle la double comparution, c'est-à-dire pour les passeports. Quand on demande un passeport, on doit se rendre normalement 2 fois dans un consulat. Donc ça arrive tous les 10 ans, mais c'est quand même un acte important. Donc on doit s'y rendre une première fois pour donner ses empreintes biométriques, puis une deuxième fois pour retirer le passeport. Ouais. Et donc ce que nous sommes en train de mettre en place avec le ministère de l'Intérieur, évidemment, qui est notre partenaire sur ce sujet, c'est la possibilité dans un certain nombre de pays identifiés que le français qui devra toujours se rendre au consulat pour donner ses empreintes, puisse recevoir son passeport par courrier sécurisé. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est offrir la possibilité aux Français de s'inscrire en ligne sur le registre des Français résidant hors de France. Donc ça leur permettra de façon très simple de garder ce lien important avec la France à partir de début 2016, normalement. Très bien. Merci beaucoup. Et nous avons, je vais juste ajouter sur les informations, justement, quand on est à l'étranger ou quand on veut s'y installer, nous allons ouvrir à partir de début février une page Facebook qui s'appellera Pégase et qui donnera des informations, justement, sur des démarches très concrètes, que faire à l'étranger quand on y est, des informations qui permettront aux Français de bien passer leur séjour à l'étranger. Nous avons également le projet de réaliser des documents qui soient pratiques, concrets, une checklist de l'expatriation, une brochure également de l'expatriation. Et nous participons, par exemple, également au salon S'expatrier mode d'emploi, qui aura lieu très prochainement et qui permet aux Français qui le souhaitent, qui ont des projets d'expatriation, de venir rencontrer le ministère des Affaires étrangères pour avoir toutes ces informations. Très bien, merci. Monsieur Sanson, alors le rôle du CLES, c'est aussi d'aider ces Français quand ils rentrent, notamment au niveau de leur retraite. Alors, de quelle façon ça se passe et quel est votre rôle, en fait, dans... Alors, en matière de retraite, simplement, vous l'avez rappelé, le CLES, Sécurité sociale, on couvre tous les risques et on couvre, entre guillemets, la retraite. Alors, quand je dis j'en couvre, le CLES couvre, c'est en termes d'information du public. Nous ne gérons pas directement, nous ne sommes pas la CNAV ou ne gère pas les régimes. Simplement, nous sommes, de par notre mission de service public, un centre qui informe et conseille le public. Et nous avons un site internet dans lequel vous avez une information très précise et très riche en la matière de retraite, mais pas uniquement, mais en matière de retraite. Et c'est un site qui est quand même visité. Le dernier, on est passé à 1 700 000 visiteurs. Il y a de la demande. C'était 1,5 million avant et on progresse énormément, ce qui montre effectivement la richesse des informations puisqu'on progresse tout le temps. Alors, en matière de retraite, c'est une question qu'on aborde au retour. Je conseillerais quand même généralement de s'en préoccuper avant parce qu'on a des régimes qui sont différents. Pour faire très court et vraiment très schématique, on a 3 situations en matière de retraite. On est expatrié mais on n'est pas détaché. À ce moment-là, eh bien, on cotise localement et on continue à cotiser en France. On est détaché, mais pour une période limitée, sous certaines conditions. On peut généralement aller jusqu'à 6 ans au terme des règlements européens ou des conventions bilatérales. Et dans ce cadre-là, on continue à cotiser dans son régime. Donc, c'est Français expatriés en France. Et le troisième, donc, la troisième situation, c'est la possibilité à ce moment-là pour des expatriés de pouvoir, je dirais, apporter un complément selon le cas de figure en s'assurant volontairement. Donc il faut bien regarder si on est dans un cas où on est couvert soit par les règlements européens ou par une convention qui prévoit le détachement ou pas. Et ça, je dirais que c'est vraiment ce qu'il faut avoir à l'esprit. Et après, ça a des incidences sur les droits à pension. Bien sûr. Donc si on veut des informations sur le sujet, on va sur le site du CLES. Alors, on va sur le site du CLES. Alors l'adresse, c'est www.cles.fr. Vous avez aussi le site de la CNAV qui renvoie vers notre site. Généralement, tous les sites de la sécurité sociale renvoient vers le site
Duclès. Vous avez aussi un autre site qui était le GIP Info Retraite, qui a changé de nom, mais que vous trouvez aussi sur Internet, qui renvoie vers le site Duclès. Donc il y a plusieurs possibilités, mais tous renvoient vers nous parce qu'on a une information très précise, aussi bien sur le règlement européen que sur les 35 conventions qui existent au niveau bilatéral, qui abordent très généralement, justement, parce que c'est à géométrie variable, mais pour la très grande majorité, aborde la question de la retraite. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sanson. Madame Conway-Mouret, les problématiques de protection sociale au retour, vous en avez entendu parler quand vous avez rencontré tous ces Français à l'étranger. Oui, et vous voyez bien la complexité. Je crois que l'administration a été très attentive à la fois simplifier les démarches et puis être une administration de proximité. D'où, en effet, l'accès aujourd'hui des documents sur les tablettes, sur les ordinateurs. Et puis, pour des sujets qui sont quand même très complexes, où on ne peut pas devenir expert soi-même, on a besoin d'être dirigé vers le guichet qui va apporter la réponse. Et d'ailleurs, je pense à un soutien qui, localement, peut aider les Français à leur retour. Depuis le 25 mai de cette année, nous avons 442 conseillers consulaires qui ont été élus. Et ce sont des élus de proximité, toujours dans cette démarche d'être auprès des Français, de pouvoir répondre, et qui sont autant de relais auprès de l'administration, puisque aujourd'hui, il existe des conseils consulaires, où siègent donc ces conseillers, et où l'administration et les élus travaillent ensemble sur les problématiques qui les intéressent localement. Et ces élus sont des gens qui sont, j'allais dire, plus accessibles, non pas que l'administration ne le soit pas, mais on ne va pas prendre rendez-vous avec le consul pour préparer sa retraite, ou lui poser des questions, alors qu'on envoie un email ou on téléphone à un élu parce qu'on l'a rencontré, parce qu'on sait qu'on lui a accordé son vote et que donc celui-ci est là pour vous aider, pour vous servir. Et donc ceux-là sont autant de relais aussi pour justement diriger vers le bon guichet. Très et puis bien. Nous allons, je l'espère, à la fin de cette mission, pouvoir justement avoir une porte et puis un menu assez simple qui pourra et puis une vision globale. Mais tout ce qui est de l'ordre des prestations sociales est bien sûr fondamental et au cœur des préoccupations des Français. Merci Madame la Ministre. Monsieur Sanson, merci. Juste un petit point, j'ai oublié de préciser que cette année, on avait adapté notre site pour les tablettes et les mobiles. Formidable. Voilà. On ne manquera pas d'y aller à travers l'iPhone. Merci beaucoup, donc, Monsieur Sanson. Merci, Madame Hagenauer. Madame la Ministre, on reste encore ensemble et on va aborder lors d'un autre sujet le retour et on va essayer de vanter un petit peu les atouts de notre pays. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission de clôture des 24 heures chrono. J'accueille à mes côtés Dominique Brunin. Vous êtes directeur CCI France et délégué général de CCI France International, qui, pour ceux qui ne le savent pas, était nommé avant Lucif. Voilà. Absolument. Madame la ministre, vous êtes sénateur des Français de l'étranger et, comme on l'a dit précédemment, Manuel Valls vous a chargé d'une mission qui consiste à faire rentrer, enfin à faciliter plutôt le retour des Français. Voilà. Donc le sujet, c'est « Et si on rentrait ?»
quels sont les atouts de la France, notamment dans le domaine économique? Alors je crois que d'abord, avant de parler des atouts de la France, je pense qu'il faut quand même clairement évoquer un des paradoxes qui est un paradoxe absolument stupéfiant aujourd'hui. La population française, quand on interroge les Français aujourd'hui, est la population qui, je crois, après l'Afghanistan ou l'Irak, est la population la plus pessimiste quant à son avenir et quant aux perspectives qui les concernent. Alors que quand on parle de la France à l'étranger, et avec nos chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, nous sommes au quotidien, au contact, en exposition, en représentation de la France, de ses valeurs, de ses savoir-faire, de tous ses atouts, on allume quasi systématiquement des étincelles, des étoiles dans les yeux de l'ensemble des interlocuteurs que nous pouvons avoir, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord, sur le continent africain. Le simple mot France, par tout ce qu'il représente, par tout ce qu'il véhicule, comme je le disais, allume des étincelles de gourmandise chez beaucoup de populations étrangères. Ce sont tous nos avantages économiques, bien entendu, mais toute la tradition française, le savoir-vivre que l'on a en France, l'ensemble des savoir-faire que l'on mobilise aujourd'hui, qui donnent ce goût et cet appétit pour la France. La dernière étude d'ailleurs qui a été réalisée par EY pour le compte de Paris Capital Économique le montre bien. Et place la France et Paris, là en l'occurrence, systématiquement dans les 3 capitales mondiales les plus attractives par rapport à l'ensemble des sujets que l'on peut évoquer, faire des études à l'étranger, s'implanter et travailler à l'étranger, créer une activité ou être chercheur à l'étranger, s'implanter, vivre et travailler à l'étranger. Donc je crois qu'il faut être absolument effectivement conscient de tous ces avantages. Ces avantages, c'est la qualité des infrastructures en France, c'est la qualité de l'enseignement et de la formation, et en particulier de tout ce qui est formation et enseignement supérieur. C'est la position géostratégique même de la France au sein de l'Europe, qui est à la fois un carrefour à l'échelle du continent européen, mais aussi un carrefour aujourd'hui international sur les axes Est-Ouest et Nord-Sud. C'est la richesse, la diversité et le dynamisme de toute la culture française, de tous les arts qui aujourd'hui sont en effervescence sur l'ensemble du territoire. Et donc on a, pour parler un peu trivialement, un portefeuille ou un jeu avec des atouts absolument considérables et absolument majeurs dont il faut assurer la promotion, l'illustration partout en France, mais aussi, bien entendu, partout à l'étranger. Et là, les dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années, avec le ministère français des Affaires étrangères et aujourd'hui du développement international, avec la mobilisation des acteurs que sont Atout France pour la promotion du tourisme, Campus France pour l'accueil d'étudiants et de chercheurs étrangers, aujourd'hui Business France pour tout ce qui est à la fois promotion... Ex-AF2I. Ex-AF2I, Agence française pour la promotion de la France auprès des investisseurs étrangers, et bien entendu notre réseau de CCI en France avec les métropoles, avec les régions, et le réseau des 82 pays dans lesquels nous sommes installés avec les chambres de commerce françaises à l'étranger. C'est une mobilisation d'ensemble qu'il faut absolument réussir et qui est en cours de réalisation. Très bien. Monsieur Brunin a évoqué effectivement un de nos arts qui est la gastronomie, et je crois que Monsieur Fabius a décidé un petit peu de miser là-dessus aussi. Oui, parce que ça fait partie du tourisme. Vous savez qu'aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères s'occupe aussi de commerce extérieur et de tourisme. Et il est vrai que nous avons énormément d'atouts. Je crois que ce qui est étonnant quand on prend un peu de distance avec la France, c'est de réaliser combien les Français doutent d'eux-mêmes. Il y a un manque de confiance flagrant. Ce pays, alors qu'on reproche aux Français souvent d'être un peu arrogants, oui. Pour le coup, non seulement ils ne sont pas arrogants, mais ils sont un petit peu timorés et trop timide pour présenter finalement tous ces atouts que nous avons. Alors, les étrangers le savent, puisque
quand nous avons 28 000 étudiants français qui partent étudier à l'étranger, nous avons près de 300 000 étudiants étrangers qui viennent en France. Donc c'est que quand même, les étrangers comprennent que notre pays a tous ces atouts-là, qu'ils ont envie d'en bénéficier le temps qu'ils y sont, pour leurs études, peut-être pour leur travail, pour leurs vacances, et que nous avons, nous, besoin de tout mettre en œuvre pour que le séjour de ceux-là soit le meilleur possible pour en attirer d'autres. Et le tourisme fait quand même rentrer en France aujourd'hui des devises dont nous avons besoin. Alors, aussi dans des études comparatives, on se rend compte que nous avons beaucoup plus de touristes, par exemple, que les Espagnols, mais les revenus que nous en tirons sont un tiers du revenu que les Espagnols tirent des touristes qu'ils ont. Donc on a aussi besoin de réfléchir à ce que nous vendons, comment nous le vendons et comment nous en faisons la promotion. Mieux faire dépenser les touristes. Alors, il est vrai que la gastronomie est quand même un des piliers. C'est vrai que quand on pense à la France, on pense à un certain nombre de choses, on pense au luxe, on pense à la mode, et puis on pense à la nourriture, on pense au vin. Alors ça fait partie des stéréotypes, des clichés, puisque le Français est toujours montré avec sa baguette de vin et ses oignons. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les oignons, mais enfin, en tout cas, il y a quand même cet aspect culinaire. Et qu'aujourd'hui, Laurent Fabius, en effet, a décidé que le 19 mars prochain, dans 1 millier de restaurants français à l'étranger, et cela sera organisé par les ambassades. Parce que nous avons aussi beaucoup de chefs français qui travaillent à l'étranger, qui ont ouvert des restaurants, et recopient l'initiative de Miami, et qui font la promotion de ces produits français, de cet art culinaire, de cet art de la table, de tout ce qui fait qu'on pense à nous pour les belles choses. Et c'est l'image globale de la France qui est renforcée pour le reste, parce que le luxe et tout ce que nous faisons de bien, finalement, tire par le haut le reste, parce qu'il y a un a priori qui est positif pour présenter finalement d'autres produits. Et comme notre commerce extérieur est en déficit depuis 10 ans, alors qu'il était à l'équilibre auparavant, il n'y a aucune raison, les produits français sont toujours aussi bons, peut-être se sont améliorés d'ailleurs depuis 10 ans, que notre commerce extérieur soit encore en déficit de l'ordre de 70 milliards. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Une question, donc ce sera quel jour ? Le 19 mars. 19 mars, donc Goût de France, le 19 mars. Alors oui, c'est Goût de France, pour être compris dans le monde entier. Parce que je pensais Taste of France, Goût de France. Oui, mais c'est Goût de France en français et Good France en anglais, voilà. Parfait. Les deux. Merci. Alors, on va continuer. Merci beaucoup, Dominique Brunin, d'avoir été avec nous. Et merci de soutenir les 24 heures et de la présence de tous vos directeurs, présidents. Dans les 24 étapes et rendez-vous, effectivement, pour la 10e édition, qui sera une édition anniversaire. Tout à fait. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Madame Conway-Mouret, nous restons ensemble. On va aborder maintenant les atouts plus sociaux qu'on peut avoir en France. On fait une pause. Voilà, donc toujours l'émission sur Paris, toujours la 24e heure des 24 heures chrono de l'International. J'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Pilmes. Bonsoir, vous êtes directrice chez Humania. En fait, vous êtes en charge des RH de sociétés dont vous gérez le personnel. Alors, toujours dans la série Les atouts de la France, vous en avez relevé certains. Et vous allez nous les énumérer. Oui, merci, bonsoir. Donc les principaux atouts effectivement des salariés qui reviennent en France, c'est surtout les couvertures sociales qui est très importante en France et qui couvre plein de domaines et très rapidement. Les salariés peuvent bénéficier d'une couverture maladie
dès les premiers mois qu'ils arrivent sur le territoire français. Ils peuvent bénéficier des allocations familiales dès qu'ils arrivent. Ils peuvent bénéficier de prestations d'accidents s'ils sont malades, s'ils sont en accident du travail. Donc le système français est organisé. L'accident du travail va très loin, parce que même si on a un accident en vacances, il est considéré comme accident du travail. Tout à fait, voilà. Et donc, en fait, l'administration effectivement française couvre tous ces risques, que ça soit effectivement de la maladie jusqu'au décès. Et les prestations sont en fait engagées par les salariés, sont en final assez faibles par rapport au coût. Si on peut dire, par exemple, une consultation chez un médecin, qui est le salarié va ne payer que 30% de la consultation. Tout est pris en charge par l'État. Donc c'est quand même assez favorable, le système est assez favorable. C'est bien de le rappeler. Donc on est quand même un pays où le rapport qualité-prix est fort intéressant. Et on ne parle pas encore de la scolarité, là. Ça ne dépend pas de vous, mais tout à fait. Une scolarité gratuite, oui, tout à fait. Peu de pays peuvent s'en réclamer dans le monde. C'est la qualité du service public, c'est la qualité des infrastructures et c'est la qualité au niveau humain, là, pour le coup, de prise en charge totale, qui font que, eh bien, en effet, ça fait partie du retour aussi pour ces Français qui vivent dans un certain nombre de pays où ils ont bon salaire, mais quand ils vont chez le médecin ou chez le dentiste, se rendent compte qu'avec une famille, cela n'est pas possible et qu'un jour, finalement, il est plus favorable avec des salaires plus bas de rentrer en France. Vous avez évoqué le chômage aussi. Le chômage, tout à fait. Un salarié peut bénéficier, dès qu'il a 4 mois d'activité. Même un salarié étranger? Oui, tout à fait. Dès qu'en fait on vient travailler en France, dès qu'on répond à 4 mois d'emploi dans une entreprise française, on peut par la suite bénéficier, si malheureusement on perd son emploi, d'allocation chômage d'une durée équivalente. Exactement. Donc, comme pour revenir sur la couverture des prestations, on va dire, de santé, c'est pas que pour le salarié, c'est aussi pour sa famille. Parce que quand on revient peut-être avec sa femme et ses enfants, et les salariés va pouvoir mettre sur ce document administratif son épouse, si on parle d'un homme, ainsi que ses enfants. Donc c'est tout pour les ayants droit aussi. Donc c'est très important. Un tel système de sécurité sociale, il est quasiment unique au monde. Oui, mais il n'est pas forcément connu de ceux qui sont partis depuis longtemps et qui ne savent pas exactement à quoi ils ont droit, comment ils ont droit, et ça fait partie finalement de la préparation au retour. Il y a la préparation au départ pour que l'expatriation soit réussie, mais il y a la préparation au retour, et donc l'idée c'est d'informer et de diriger vers les services compétents les questions qui sont posées avant le départ. C'est pour ça qu'il faut que tout cela soit en ligne et que les Français, quelle que soit la distance qui les sépare de l'Hexagone, puissent avoir accès justement à ces réponses-là. Tout à fait, tout à fait. On accompagne énormément les DRH dans cette démarche pour effectivement les aider à faire revenir les salariés. Parce qu'en plus, pour les RH, pour les responsables de mobilité internationale, la gestion du retour, c'est un serpent de mer. Oui. Alors les grands groupes le font bien parce que l'expatriation fait partie généralement du parcours professionnel de leurs cadres qui sont envoyés, mais les individus qui partent, et aujourd'hui c'est la grande majorité des personnes qui partent individuellement pour étudier. Les Français de l'étranger. Voilà, et eux ne sont pas encadrés du tout. Ils n'ont pas... et quand ils rentrent, est-ce qu'ils ont droit à la sécurité sociale ? S'ils ne sont pas salariés. Alors, s'ils ne sont pas salariés, c'est effectivement, il y a d'autres démarches à faire, d'autres systèmes que la sécurité sociale. En fait, il y a plusieurs services de la sécurité sociale qui sont dédiés effectivement aux gens qui ne sont travailleurs non salariés. Ce sera le RSI. Exactement, c'est ça, exactement. Ça sera le RSI. Et en parallèle, pour ceux qui seront salariés, ça sera la Caisse de sécurité sociale, la CPAM qui va se... Juste une question. Un Français de l'étranger qui rentre, qui n'a donc pas travaillé en France, mais qui était salarié, par exemple, en contrat... s'il était en contrat local, comment fait-il quand il rentre ?
Alors, quand il rentre, effectivement, s'il est employé tout de suite dans une entreprise française, il va pouvoir tout de suite bénéficier d'une couverture. S'il n'est pas, effectivement, ça va être un peu plus long. Alors après, il y a tout le principe de la couverture qui s'appelle la CMU, qui permet effectivement d'avoir, même si on n'a pas cotisé du tout, d'avoir un minimum, effectivement, de couverture et même d'une prise en charge très large qui va être principalement tous les frais qui vont être engagés. Alors, c'est une durée assez limitée, mais effectivement, il peut aussi bénéficier d'une couverture très importante. Ça aussi, c'est quand même un atout énorme. Franchement, il y a un système français qui est très qualitatif. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia Pilmès. Madame la ministre, on va répéter l'adresse sur laquelle vous appelez les Français de l'étranger à témoigner. Oui, alors à ceux qui sont rentrés. Témoignage individuel, donc pour l'instant, c'est contact au singulier @hélène-conway.com et puis le questionnaire qui sera très bientôt mis en ligne sur les sites des ambassades de France pour l'étranger et qui sera relayé en France par le biais des entreprises et des conseillers du commerce extérieur et de tous ceux qui vont être associés à cette mission. Bien. Écoutez, on a hâte d'être au mois de mai pour découvrir les résultats de cette mission. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Laetitia Pilmès. On fait une pause et on va parler d'un autre sujet qui concerne la France et son exportation. Nous sommes toujours sur l'émission qui concerne Paris, donc, et qui concerne la France aussi. On a abordé tout à l'heure avec Dominique Brunin cette France qui finalement est si bien vue à l'étranger. Eh bien, on va parler avec vous, Patricia Keltner-Monvernet, qui est responsable du service juridique de la PAC et de l'IUCAB, de cette French Touch qui s'exporte bien, et les solutions qu'on peut proposer, sachant que la PAC, c'est l'Agence professionnelle des agents commerciaux, et l'IUCAB, c'est l'Organisation internationale des agents commerciaux et brokers, en fait. Ça veut donc dire qu'il y a des agents commerciaux partout dans le monde qui sont fédérés sous cette bannière. Absolument. Et expliquez-nous en quoi ils aident la French Touch à s'exporter. Alors en fait, la PAC est l'organisation française des agents commerciaux et l'UCAB, donc l'organisation internationale. Alors concernant tout à l'heure, j'ai aimé ce vent d'optimisme qui a soufflé sur ce plateau. Ça a fait du bien et je le partage au regard par exemple de la profession que je représente ce soir, que sont les agents commerciaux. Et comme vous le dites, cette French Touch aussi. Je pense qu'effectivement, il y a un atout extraordinaire par exemple pour cette profession que sont les agents commerciaux. Pour mémoire quand même, ce sont des indépendants qui vont avoir pour mission de représenter des entreprises à l'étranger ou en France. Voilà, exactement. Des entreprises françaises à l'étranger ou pour des entreprises, des pays, des entreprises par exemple situées en Espagne, aux États-Unis ou peu importe, sur le territoire français. En fait, il y a vraiment une interdépendance à ce niveau-là. Cette profession représente un atout extraordinaire pour les entreprises puisque, en fait, la rémunération de leur activité est directement liée en fait au chiffre d'affaires qu'ils vont générer pour cette société. Donc quelque part, il y a une souplesse de fonctionnement. Il y a je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une interdépendance puisque quelque part, il y a un savoir fabriquer, il y a un savoir-faire et de l'autre côté, il va y avoir un savoir-vendre en fait avec la possibilité de pénétrer. On l'a vu hier, on ne travaille pas de la même manière en Pologne, on ne travaille pas de la même manière à Cuba. Chaque pays a ses spécificités. Or, les agents, par définition, vont avoir la connaissance de ces spécificités du marché et vont donc aider les entreprises à s'implanter et à prospérer sur ces marchés.
On a des agents français, par exemple, qui connaissent très bien New York et qui aident des entreprises françaises à vendre. Absolument. Alors, c'est une ligne médiane un peu entre l'expatriation, quelque part, puisque vous avez des agents commerciaux, par exemple, en France, qui travaillent sur les États-Unis. Je pense entre à l'un d'entre eux, par exemple, pour la mode enfantine de luxe. Donc, quelque part, il va être, si je puis dire, une source de développement de produits au niveau de l'entreprise, parce que lui a la parfaite connaissance de ce qui va se vendre aux États-Unis. On n'achète pas aux États-Unis. Il va mieux savoir le vendre étant français. Exactement. Et en plus, il va mieux savoir le vendre puisqu'il va y avoir, comme vous disiez, cette French touch. Voilà, exactement. Combien y a-t-il d'agents au sein de l'IUCAB? Au sein de l'IUCAB, on regroupe un nombre particulièrement important d'agents. De nombreux pays. De nombreux pays. Il y a les États-Unis aussi qui sont un pays partenaire. Donc, il y a vraiment une possibilité extraordinaire de développement pour les entreprises. Si elles souhaitent un commercial, il faut qu'elles se mettent en relation avec le site, avec la database de l'IUCAB. Donnons l'adresse alors. Voilà, exactement. Ça, c'est extrêmement important. Elles le trouveront sur notre site. Votre site, c'est APAC. Voilà, exactement. FR. Voilà, exactement. apacfrance.com. apacfrance.com. Voilà, exactement. Je disais apacfrance.com. Et il y a la database au niveau international qui permet la mise en relation avec les industriels et les agents commerciaux. Et vous, donc, en tant que responsable juridique, vous pouvez aider les entreprises qui souhaitent traiter avec un agent commercial. Bien sûr, on va donner des conseils aux entreprises sur la manière de travailler avec un agent commercial. Voilà, exactement. Dans la mesure où, obligatoire, le choix de travailler avec un agent commercial, avec un indépendant, il faut que ce soit une véritable philosophie de l'entreprise. Il ne faut absolument pas que, quelque part, ce soit un choix qui soit fait par défaut. C'est-à-dire, en fait, entre guillemets, pour être clair, je ne peux pas me payer un salarié, donc je vais travailler avec un agent. Cette démarche, elle est vouée à l'échec parce que la relation n'est pas du tout la même. Dans la mesure où il n'y a pas de lien de subordination. Donc, c'est vraiment deux compétences qui se rencontrent, mais deux compétences, si je puis dire, égalitaires. C'est un partenariat. Exactement, c'est un partenariat. Il n'y a pas de lien de subordination. Donc, si le choix est fait par défaut, ça ne va pas aller parce que, quelque part, la relation ne va pas être équilibrée. Or, à partir du moment où il n'y a pas une relation équilibrée, quelque part, elle est vouée à l'échec. Très bien. Alors, donc, c'est une solution pour une société qui souhaiterait exporter ses produits. Bien sûr. Faire appel à des agents commerciaux français ou même étrangers. Absolument. Et donc, aller sur le site de apacfrance.com. Absolument. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous, c'était avec plaisir. Bonne soirée à vous et bonne continuation. On va faire une pause et on va aborder un autre sujet censé faciliter les procédures pour plusieurs statuts professionnels. Voilà, on fait une pause. Delphine Martin, merci d'être avec nous. Vous êtes consultante senior chez Karl Waïd Avocats. Et comme je l'ai évoqué précédemment, on va aborder ce fameux projet de loi qui doit être débattu et qui vise à créer une supra-catégorie destinée à faciliter les procédures. Bonsoir Sandrine. Les procédures d'accueil, en fait. Tout à fait. Bonsoir. Oui, c'est un projet de loi que le gouvernement a finalisé à l'été 2014 et qui est très attendu, qui va effectivement un petit peu changer le droit de l'immigration, le droit des étrangers en France, qui va réformer le CESEDA et créer une supra-catégorie qui est le passeport talent. Alors, il y a plusieurs objectifs
à ce projet de loi, faciliter le travail des administrations un petit peu en créant également des titres de séjour pluriannuels, permettant d'éviter les formalités de renouvellement des titres de séjour, puisque pour les étrangers qui, aujourd'hui, la majorité des étrangers détiennent des titres de séjour d'1 an, avec donc tous les ans, ils doivent renouveler, des formalités de renouvellement à effectuer auprès de la préfecture, qui peuvent être contraignantes, à la fois pour les administrations qui se retrouvent avec un gros volume de dossiers à traiter, comme pour les étrangers qui doivent à chaque fois retourner effectuer ces formalités. Donc une création de titres de séjour pluriannuels visant à faciliter ces démarches. Et puis cette catégorie donc annoncée, le passeport talent, qui avait été annoncé par François Hollande dès le début de l'année 2014. Donc le projet de loi... C'est un peu l'équivalent du visa O aux États-Unis, c'est ça ? Alors, c'est plus large que ça. C'est plus large que ça parce que le passeport talent regrouperait 9 catégories et il ne crée pas 9 catégories. Il absorbe des catégories déjà existantes comme les travailleurs hautement qualifiés sous statut carte bleue européenne, les salariés en mission qu'on connaît bien pour les transferts intragroupes. Mais il va créer également de nouvelles catégories et c'est là que c'est intéressant. On attend avec impatience le débat qui va s'engager au Parlement sur ce projet de loi et puis qui risque d'être peut-être un peu modifié quant aux durées par rapport aux récents événements, sûrement. Ça va alors là on parle des travailleurs qualifiés essentiellement. C'est pour le passeport talent. Le passeport talent, voilà, ce sont des Mais catégories. Pour la première mesure que vous avez annoncée, peut-être. Pas forcément, parce que là aussi, je pense que les catégories concernées pour les titres pluriannuels, ce sont des personnes qui sont sous des statuts salariés ou qui sont bien implantées en France. Et de toute façon, ces catégories pluriannuelles ne seront octroyées qu'à partir du renouvellement au-delà de la première année sous le titre de séjour. Donc, on examine déjà les conditions sous lesquelles vous êtes en France. Mais notamment, je pense pour le passeport talent à la création de la catégorie de créateurs d'entreprises ou les jeunes diplômés qualifiés. Donc, la France montre là aussi une volonté de s'ouvrir, attirer les investissements. C'est encore une mesure d'attractivité. Voilà, une mesure d'attractivité, inciter les travailleurs qualifiés à rejoindre la France. Et ce titre serait valable pendant 4 ans. Donc là aussi, permet de faciliter les démarches. Une fois que vous êtes titulaire de ces titres-là, vous êtes tranquille, entre guillemets, au niveau des procédures d'immigration. Et donc 9 catégories, donc simplifier les procédures. Également pour les investisseurs, il existe aujourd'hui une catégorie qui est la contribution économique exceptionnelle, qui prévoyait un investissement de 10 millions d'euros et la création de 50 emplois. On a baissé un peu Ça n'a pas du tout marché. Je crois qu'il y a eu, je crois ne pas me tromper en disant moins de 10 cartes qui donc ont été attribuées. Le passeport talent va absorber tout ça. Voilà, elle va absorber plus de 9 catégories, y compris donc pour les investisseurs où ils ont annoncé un investissement de 500 000 euros et la création de 10 emplois, ce qui est quand même plus abordable pour les investisseurs. C'est ce qui se pratique par exemple aux États-Unis, voilà, tout à fait. Plutôt que ces catégories qui n'avaient pas fonctionné. Donc beaucoup d'impatience sur ce projet de loi qui sera débattu normalement en 2015. Alors après, il y aura les décrets d'application, mais on en attend beaucoup. Très bien, merci beaucoup Delphine Martin. Je vous en prie. On refait une pause et on va aborder justement sur le plateau suivant certaines difficultés que peuvent rencontrer les cadres étrangers lorsqu'ils arrivent en France. Voilà, messieurs, bonsoir. Michel Van Riel, vous êtes directeur général, président de Crown Relocation France. Oui, comme vous voulez. D'accord. Philippe Gau, vous êtes président de la SBE, la Société de banque et d'expansion.
Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Durant ce plateau, donc, on va essayer d'énumérer les difficultés que peuvent rencontrer les cadres étrangers quand ils arrivent en France. Et pour ce faire, on va se baser sur une étude que la SBE d'ailleurs a parrainée et qui s'appelle Expatriate in France, Tell us about your life. On leur a posé plein de questions. On leur a demandé qu'est-ce qui leur posait des problèmes dans cette arrivée en France. Ils ont été 770 à répondre. Alors, Michel Vandril, vous l'avez regardé, cette étude, et vous avez constaté qu'effectivement, ils rencontraient des problèmes en matière de démarche administrative. Je crois même qu'elle arrive en première position. Oui, et notre fonction, c'est justement de les aider à surmonter ces problèmes et ces démarches, et pour cela, on leur sert d'interface pour que les administrations ne les aient pas, parce qu'évidemment, le premier des problèmes, c'est la langue. Les étrangers qui arrivent en France ne sont pas pour la majorité. C'est un de leurs problèmes aussi. C'est un des très grands problèmes. Et donc, tout le reste en découle, puisque l'administration parle en principe en français. Par contre, certaines administrations, certaines préfectures ont mis des cellules en place. Des interprètes ou ont même des cellules particulières. Je pense à Clermont-Ferrand pour une entreprise bien connue, où il y a vraiment une cellule dédiée à toutes les problématiques des étrangers arrivés en France. D'accord. Je dois dire qu'avec les récents événements, de manière peut-être très indirecte, mais il se fait que les étrangers ont une nouvelle perception de la France qui est beaucoup plus positive, parce qu'ils ont vu cet élan de solidarité, et ils n'en étaient pas, ils ne s'en rendaient pas compte que c'était possible. Donc il y a aussi les problèmes de logement qui sont évidemment très au-dessus des autres comme souci, et là aussi on les accompagne pour leur chercher dans les normes qu'on leur impose, que leur entreprise leur impose bien sûr. Alors il y a parfois des frustrations, mais ça c'est plus personnel. Surtout que les entreprises, beaucoup j'imagine, sont à l'ouest, donc la demande est très forte. Dans certaines zones, oui. À l'ouest parisien. Beaucoup à l'ouest parisien, oui, j'imagine. Les choses sont un peu simplifiées maintenant. Il y a une petite détente sur les logements, et ils trouvent plus facilement des logements qui correspondent à leurs besoins. Parce que bien souvent, les logements de Paris proches sont plus petits que ce qu'ils n'ont connu en expatriation. Donc, il y a une adaptation à faire. Les Américains doivent souffrir. Notamment les Américains. Et puis pas mal de commodités auxquelles ils sont habitués et qu'ils ne retrouvent pas en France, j'imagine. Oui, je pense que c'est plutôt la relation interpersonnelle qui est difficile. Donc, bien en amont, à l'étranger, on fait des formations interculturelles pour leur apprendre à fonctionner. À fonctionner en France, parce que... on le voit d'ailleurs dans cette étude, il y a pas mal de choses qui les choquent chez nous. Oui, c'est un peu la difficulté de créer des liens sociaux. Et autant dans certains pays, c'est plus facile. Ici, il y a une méfiance, disons, générale qui fait que les gens n'accueillent pas vraiment, ne donnent pas l'impression d'accueillir les étrangers, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais malgré tout, la conclusion est quand même positive, plutôt positive, puisqu'ils ne veulent plus en repartir pour plus d'un tiers d'entre eux. Et la moyenne est quand même, ils restent ici en moyenne 5 ans, c'est pas mal. Voilà, donc c'est plutôt bien. Et ils aspirent à rester même plus longtemps, une fois qu'ils ont passé ce cap. Encore un bon point pour la France. Voilà. Merci beaucoup, Michel Vandril. Alors justement, Michel Vandril a évoqué les problèmes de logement. Alors qui dit logement dit aussi caution. Et là, je crois que la SBE a une solution à proposer. Oui, alors, tout à l'heure, je parlais avec Michel, et Michel me disait que la tendance, depuis de nombreuses années qu'il connaît ce marché et qu'il l'observe, c'est que la tendance, c'est que les entreprises sont de moins en moins locataires des logements des salariés qu'elles font venir de l'étranger. D'où la nécessité à proposer des solutions qui puissent rassurer les bailleurs, parce qu'un bailleur ou son représentant, lorsqu'il est confronté à une personne qui vient de l'étranger, il n'en connaît pas l'origine, il ne connaît pas les documents qui viennent de l'étranger. Et comme vous le savez, pour louer un logement, il faut un avis d'imposition, il faut des feuilles de salaire, il faut des relevés de compte. Et tout ça, toute cette matière-là n'est pas une matière française, c'est une matière étrangère. Et là, la caution est effectivement une solution qui rassure le bailleur, puisque c'est une banque. En l'occurrence, c'est ce que nous faisons à la SBE. Nous apportons une caution locative, et pour que cette solution fonctionne idéalement, il faut qu'elle soit mise en place très rapidement. C'est-à-dire que dès que le client
dès que nos clients ont besoin du document, il faut sortir l'acte de cautionnement parce que c'est vite partir l'acte de cautionnement qui va permettre la remise des clés. Et ce que nous faisons, puisque vous me posiez la question, Sandrine, nous perfectionnons sans arrêt nos services et nous avons mis en place très récemment ce qu'on appelle une lettre d'intention de caution, ce qui permet, dès le démarrage de la recherche, de pouvoir donner au bailleur ou à son représentant, l'agent immobilier par exemple, un document dans lequel la banque va s'engager à se porter caution en faveur du salarié qui vient de l'étranger. Ça peut être apprécié par les agences de relocation. Absolument. Ça peut quand même contribuer à la rapidité du process. Oui, parce que il faut que le dossier soit mis au-dessus de la pile. Oui, même si effectivement le marché se désengorge un petit peu. En termes d'ouverture de compte aussi, les étrangers qui arrivent en France rencontrent quelques problèmes. Oui, effectivement, ce qu'on a pu voir dans l'étude, c'est que la difficulté à ouvrir un compte bancaire apparaît en troisième rang des difficultés rencontrées. Alors, pourquoi cette difficulté? C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Michel, la langue, l'obstacle, la langue. Lorsque l'on va dans une agence bancaire de la rue, tous les banquiers, heureusement ou malheureusement, ne parlent pas la langue étrangère de la personne et pas forcément l'anglais. Donc, parler la langue, c'est la condition première pour simplifier l'ouverture de compte. La deuxième chose, c'est la pédagogie. Il faut quand même expliquer un tant soit peu ce que c'est que la banque en France d'un point de vue pratique. Comment on utilise un chéquier, comment on fait un virement, qu'est-ce que c'est qu'un prélèvement. Ce sont des cultures qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Présenter les documents. Donc là aussi, il est important que la banque qui s'occupe de ça, nous, c'est ce que nous faisons à la SBE, c'est préparer les choses en amont. Lorsque le cadre qui va venir de l'étranger arrive déjà avec ses documents ou que les documents sont déjà arrivés à la banque, tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus simple. Donc c'est aussi une affaire de connaissance. Hein, ce que je vous disais, la langue, nous avons des banquières, des banquiers qui parlent anglais. Nous pratiquons la pédagogie de la banque française. Et puis, nous avons l'habitude, nous sommes rodés à cet exercice qui consiste à ouvrir un compte à une personne qui arrive tout juste de l'étranger. Personne qui vient avec sa famille. Donc, c'est ouvrir un compte à monsieur, un compte à madame, et puis s'occuper de tout ce qui va autour, les moyens de paiement, les assurances. Je n'oserais pas parler encore de la gestion patrimoniale, mais à un moment donné, comme toutes ces personnes aiment la France, c'est ce que l'on... Et puis et ce sera le mot de la fin. Et voilà, ils aiment la France. Eh bien, ils ont peut-être aussi un patrimoine. Ils veulent peut-être aussi développer un patrimoine en France, ou ils ont peut-être un patrimoine à l'étranger, à l'international. Et il faut s'en occuper. Et nous sommes aussi organisés pour les aider. Très bien. Merci infiniment Philippe Gohault. Merci Michel Vandril. On fait une pause et puis c'est la conclusion que nous allons faire en présence de Cécile Mégy de RFI et Henri Bazerque pour juste un petit au revoir. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com.
Voilà, pour la conclusion de cette dernière émission, nous accueillons Cécile Mégy. Vous êtes directrice de RFI et partenaire des 24 heures chrono de l'International. Bonsoir. Et Henri Bazerque. Bonsoir. À nouveau avec nous. Cécile Mégy, alors pourquoi parrainer cette opération? Pourquoi le partenariat? Et la soutenir? Parce qu'RFI a des studios installés tout près de Paris, à Issy-les-Moulineaux, mais vraiment tout près de Paris. Mais la magie de la radio fait que nous sommes en lien avec nos auditeurs et nos auditeurs français de l'étranger très quotidiennement et même multi-quotidiennement. Au total, à travers le monde, RFI compte 37 millions d'auditeurs par semaine et il y en a une bonne part qui sont des Français de l'étranger. Donc nous avons ce lien très serré grâce à la radio. Nous avons une émission qui leur est dédiée, qui s'appelle Vivre ailleurs et qui est une émission du samedi et du dimanche dans laquelle justement sont traités beaucoup des thèmes que vous avez abordés autour de ces 24 heures. Le départ, la vie à l'étranger, le retour, toutes les questions très, très pratiques, très concrètes. Donc c'est une des missions de RFI que de parler aux Français de l'étranger, de parler de la France, de parler du monde, des lieux où ils vivent, mais aussi ce cordon ombilical avec la France et l'aller-retour entre l'étranger et la France. Et je pense que ce partenariat s'imposait à cause de tout cela et grâce à tout cela. Un petit peu d'actualité, une ou deux nouveautés pour 2015 chez Alors, RFI. un peu d'actualité à RFI. L'actualité est malheureusement pour RFI, comme pour l'ensemble des médias, l'actualité dramatique de ces derniers jours en France et la résonance qu'elle a eue à travers le monde. Et je pense que là, je parlais de cordon ombilical et de lien avec les Français de l'étranger. Avec une actualité comme celle-là, je pense que le lien se resserre encore plus entre nos auditeurs et nos informations, nos programmes qui les tiennent informés de ce qui se passe. Là, je pense qu'ils se sentent parfois encore plus français que même ceux qui vivent dans l'Hexagone. Les projets de RFI sont heureusement des projets de développement, alors pas en français, en langues étrangères, parce que les langues étrangères, c'est l'un des atouts de RFI. Il y a 12 langues à RFI. Nous allons ouvrir dans les mois qui viennent une rédaction en langue mandingue, installée à Bamako, et une langue qui est parlée dans toute la région entre le Mali et les pays frontaliers. Et cette rédaction sera aussi une façon d'être en proximité avec d'autres auditeurs, mais toujours dans cet univers de l'étranger et de la radio qui parle au monde et qui parle du monde. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Henri Bazerque, le mot de la fin. Alors un mot de la fin, d'abord je suis très content d'être à côté des RFI parce que ça fait 2 ans, c'est le dernier partenaire qui nous a rejoint à la demande de Marie-Christine Saragosse, notre amie et qui nous a beaucoup soutenu et aidé à développer les 24 heures chrono d'International. Et puis, on se sent très proche des RFI parce que c'est quand même... bon, bien sûr, il y a beaucoup de langues maintenant, mais ça a toujours été des fervents alliés de la francophonie à travers le monde. Et puis, à travers toutes nos web TV, parce qu'on a une dizaine de web TV à travers le monde, peut-être qu'il y aura des partenariats à faire avec RFI, parce que c'est vrai que la radio et la télévision sont très complémentaires. Voilà. Le RFI est cousine d'une télévision qui s'appelle France 24 et qui, elle aussi, parle aux Français de l'étranger. Donc, le groupe France Média Monde est tout un le son et l'image. Alors, l'année prochaine, on va se retrouver les 19 et 20 janvier pour le 10e anniversaire. Donc, ça va être un moment important. Et encore une fois, on va retrouver des pays incontournables. On va retrouver également des pays qui sont demandés et qui ne sont pas souvent mis à l'index. Donc, on va essayer justement d'étonner et de faire plaisir à tous ces Français qui veulent découvrir des nouveaux horizons et qui peut-être rêveront de nouveau. Et à mettre sur la scène le rayonnement de la France à l'étranger. Voilà, et le rayonnement de la France à l'étranger. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Eh bien, au revoir. Merci de nous avoir suivis pour cette 9e édition. Et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016. Au revoir et bonne nuit.